L'exemple qu'on va utiliser pas mal tout le long du cours, c'est l'exemple d'un paquet de pays en 2011. Fait qu'il y a 185 pays pour lesquels on a des données en 2011. C'est dans l'ensemble de données Gapminder qui se retrouve sur le site web. La question ici qu'on va étudier ou explorer, c'est quelle était la durée de vie moyenne par pays en 2011. Je vous ai placé pour chaque chapitre, je vous ai donné du code. Alors, tout le code que j'utilise dans mes diapos est disponible sur le site web. Je ne parlerai que très rarement du code dans les vidéos, ou même en classe, si on finit par se rencontrer en classe. C'est votre responsabilité de vous assurer que vous êtes capable de faire fonctionner le code. Entre autres, ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir sauvegarder les données quelque part et vous allez devoir être capable d'y accéder et d'y faire appel. Sur mon ordinateur personnel à moi, mes données sont dans l'ensemble C, Users, idle W, Documents, Courses, ES, /data. Puis là, j'ai l'ensemble de données Gapminder qui est là. Vous allez devoir faire en sorte que le directoire ou le repositoire dans lequel vous travaillez, là, vous le remplaceriez ici par le mien, puis là où se trouvent vos données, vous remplaceriez ça ici. Hein? Mais vous allez devoir prendre la peine de vérifier que vous êtes capable de le faire. Fait que l'ensemble de données qui nous intéresse, c'est l'ensemble de données Gapminder, qui se trouve dans le fichier gapminder.csv, qui se trouve être dans la filière Data, qui est elle-même dans la filière ES et ainsi de suite. Puis dans R, si on veut une idée de la structure de l'ensemble de données, on se sert de la fonction str. Fait que str, ça me donne une idée de la structure. J'ai ici un ensemble de données qui contient 10 545 observations, puis il y a 9 variables. Et les variables sont les suivantes. On a le pays, country, l'année, year, le taux de mortalité infantile, infant mortality rate, l'espérance de vie, life expectancy, le taux de fertilité, fertility, la population du pays, le produit national brut, GDP, le continent, puis la région. Alors, ce sont les données avec lesquelles on va travailler. Il n'y en a que 9, on va en créer d'autres variables au fur et à mesure. Ici, par exemple, je vous donne une visualisation de l'ensemble de données en 2011. Chaque bulle correspond à un pays, une nation. La taille de la bulle nous donne la population en millions. Les gros pays, l'Inde et la Chine ont des populations d'à peu près 1000 millions, 1 milliard, 1,2 milliard, je pense, ou 1,1 milliard. Puis ben, les petites bulles correspondent à des nations qui ont des petites populations. 1 million. Le Canada, par exemple, se retrouve ici à peu près une population de 30 millions. La couleur représente le continent. Et puis l'emplacement sur l'axe des X, l'axe des Y. L'axe des Y, c'est l'espérance de vie en années. Alors, plus la bulle est élevée, plus l'espérance de vie est élevée. Puis sur l'axe des X, on a une nouvelle variable qui s'appelle le logarithme du produit national brut par personne. Fait qu'on a pris le GDP, qui était ici. On a pris la population, on a divisé le GDP par la population, puis on a pris le logarithme de ces valeurs-là. Et là, ce sont les valeurs qui se retrouvent sur l'axe des X. C'est une des façons de visualiser tout ça. Puis écoutez, ici, j'ai seulement les données pour 2011. Il n'y en a pas 10 545, il y en a seulement 185. 10 545, c'est parce qu'on a ça pour un paquet d'années. On va extraire les données qui nous intéressent, l'espérance de vie, puis l'année 2011. Je fais ça à l'aide de la librairie Tidyverse. La librairie Tidyverse, entre autres, ce qu'elle vous permet de faire, ce sont ce qu'on appelle des pipelines. Des pipelines. C'est aussi dans la nouvelle version, elles sont obtenues à l'aide de cette série de caractères-là. Un pipeline, ce que ça fait vraiment, c'est que ça passe un argument
à la fonction suivante. Par exemple, je ne ferai pas toujours ce que je fais dans cette section-ci avec vous dans les vidéos. Je m'attends à ce que vous appreniez à comprendre ce que ça veut dire éventuellement. On prend l'ensemble de données Gapminder qu'on a téléchargé au préalable. On a été le lire du fichier CSV. Et on va passer cet objet-là à la fonction filter. Filter, ce qu'elle va prendre, ça va prendre l'objet Gapminder et elle va ne garder que les observations pour laquelle l'année, year, c'était 2011. Marquez ici là, le égal pour faire une comparaison. Fait qu'à la fin de la première étape ou du premier passage, j'ai un ensemble de données qui ne devrait contenir que des observations pour lesquelles l'année c'est 2011 et je passe cet objet-là à la fonction select. Ce que select va faire, c'est qu'elle va seulement garder la variable espérance de vie. Fait qu'au bout du compte, je me retrouve avec un objet qui ne contient qu'une colonne, l'espérance de vie, puis qui correspond à tous les pays dans l'ensemble Gapminder où l'année était 2011. Je peux faire un sommaire de cet objet-là. C'est un vecteur. Je l'ai appelé gapminder.eas. Puis par exemple, ce que je sais, c'est la variable espérance de vie, life expectancy. J'ai son minimum, j'ai son maximum, j'ai sa médiane, son premier quartile, son troisième quartile, puis la moyenne. Fait que les espérances de vie passent de 46,7 à 83,0 en 2011. En moyenne, 71,18. La médiane, c'est 73,7. La dernière ligne ici de code, gapminder.eas, où je mets les parenthèses carrées vides, tout ce que ça va vraiment faire, c'est que ça va m'énumérer les valeurs de l'espérance de vie. Alors ça, c'est ma population. C'est ma population à l'étude. C'est la base de sondage que j'ai. Et puis je prends pour acquis dans ce chapitre-ci, dans la plupart de mes chapitres, que c'est en fait équivalent à la population cible. Alors, si je m'intéresse à la moyenne de la population cible, c'est pas difficile, je ferai la moyenne de ce vecteur-là qui contient 185 observations. C'est quelque chose que je peux faire relativement facilement avec le logiciel. Je peux aussi tracer le portrait robot pour trouver la distribution de cette variable aléatoire-là. Puis je me sers de la fonction ggplot2. C'est une fonction dans le tidyverse qui vous permet de faire, entre autres, des diagrammes d'histogrammes. Un histogramme. Fait que ce qu'on voit, c'est que c'est une distribution qui est biaisée, en tout cas qu'elle penche d'un côté, c'est pas une distribution symétrique, c'est une distribution asymétrique. La plupart des pays, en tout cas une grosse proportion des pays ont une espérance de vie entre 70 ou plus grande que 70. Puis il y a que très peu des pays, toute chose étant égale, relativement parlant, dont l'espérance de vie est plus petite que 70. Puis on peut calculer directement la moyenne. Pour les 185 pays, ce serait 71,18. Je ne l'ai pas deviné, je suis capable de calculer directement. Je ne l'ai pas écrit ici, mais je ferais mean du vecteur gapminder.eas, puis ça me donnerait exactement 71,18. Alors, je connais la valeur réelle de la caractéristique d'intérêt. Dans l'exemple qu'on utilise ici, ça va toujours être le cas parce qu'on a l'ensemble de données qui est la population dans son entièreté. Mais en pratique, on ne connaît pas ce mu-là. On peut même pas nécessairement connaître la valeur de n majuscule. On n'est pas certain de la valeur de n majuscule. Ici, je suis certain qu'il y a 185 pays en 2011, puis la moyenne de l'espérance de vie pour chacun de ces pays-là, c'était exactement 71,18. Il y a des décimales qui viennent de ça. Alors ici, je vais prélever au hasard un échantillon de taille 10, et puis je le fais de la façon suivante. 7 points seed avec un entier, c'est une façon d'assurer la réplicabilité de ce qu'on fait. Alors, ça va dépendre évidemment de l'ordinateur que vous utilisez, de la version de R que vous avez. Ça va dépendre si c'est un système opérationnel quelconque. Mais pour moi, sur mon laptop, à chaque fois que j'utilise 7.seed 1, 2, 3, 4, ça l'enclenche le processus pseudo-aléatoire et ça fait en sorte que j'ai toujours la même suite de nombres aléatoires qui se fait choisir.
Fait que je peux répéter l'expérience. Vous, quand vous allez essayer de faire fonctionner le code par vous-même sur votre ordinateur, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes résultats. C'est-à-dire que vous n'irez pas choisir les mêmes unités dans votre échantillon nécessairement. Mais quand vous allez choisir votre seed, même si vous choisissez 1, 2, 3, 4, à chaque fois que vous répétez cette ligne de code-là, vous allez toujours avoir le même échantillon. Fait que la N majuscule, la taille, la population, c'est la dimension l'objet gapminder.eas, ça se trouve être 185, puis choisi par moi-même, c'est moi qui dicte ça, un échantillon de taille 10. Fait que N minuscule, c'est 10. Comment est-ce que je prélève l'échantillon? Je me sers de la fonction sample. Sample, ce que ça fait, ben c'est clair, ça l'échantillonne dans les entiers de 1 à N majuscule, N minuscule entier, puis je m'assure ici qu'il n'y a pas de remise en disant que replace, c'est faux. Replace equals false. Fait que ça prélève un EAS de taille 10 parmi 185 entiers. Hein, c'est pas les espérances de vie, ce sont les entiers, les indices qui correspondent aux pays dans la population de 185 pays. Fait que je l'ai choisi 10, puis ce que ça veut dire, c'est que j'ai choisi le 28e, le 80e, le 150e, le 101e, 111e, 137e, et ainsi de suite. Et à chaque fois que je répète exactement ce bloc de code-là, si je répète le 7C, je vais toujours obtenir les mêmes 10. Mais, si j'étais pour juste répéter la ligne sample.ind, ici, sans répéter le 7C, j'aurais un échantillon de 10 entiers différents. Ça se peut qu'il y ait des entiers qui se retrouvent dans les deux, mais en général, ça ne serait pas le même échantillon. Certainement, l'ordre serait différent. Et puis, si je veux aller chercher les espérances de vie, c'est simple. Je vais chercher toutes les unités dans mon ensemble gapminder.eas, le vecteur de taille 185 qui contient toutes les observations de la population. Et puis, j'échantillonne en allant chercher seulement les entrées qui correspondent aux 10 indices qu'on a ici. Fait que le premier morceau, là, ça nous dit quelle rangée qui m'intéresse. Le deuxième, ça serait quelle colonne. Mais j'ai seulement une colonne ici. Fait que c'était pas essentiel de l'écrire. J'aurais pu laisser tomber le truc. Les parenthèses rondes autour de la ligne, ça garantit que vous allez voir un résultat. Le résultat va être imprimé à l'écran. Sans les parenthèses rondes, tout ce que ça fait, c'est que ça l'assigne le vecteur à l'objet. Pareillement ici. Fait que j'ai un nouvel objet, gapminder.eas.n, et ça, ce que c'est un vecteur de 10 espérances de vie. C'est la réponse qu'on a. Fait que j'ai les espérances de vie ici qui correspondent à chacune des pays. Et ainsi de suite. Encore une fois, je ne suis pas ici pour vous enseigner R, mais pour la première fois, je vais vous indiquer ce que ça fait. Puis au fur et à mesure qu'on avance, je vais en raconter moins, puis je m'attends à ce que vous soyez capable de comprendre ce que chaque bloc de code fait, mais il va falloir les essayer par vous-même. Vous ne pouvez pas juste vous asseoir puis regarder mon code pour comprendre ce qui se passe. Les exercices vont vous imposer la pratique. Fait que j'ai choisi ici 10 espérances de vie. On peut les retrouver facilement dans la population. Je les ai coloriées en rouge ici. Là, vous allez me dire, ouais, comment est-ce que je sais, par exemple, que 67.6, là, c'est le seul 67.6. Il y a peut-être un autre 67.6. Vous avez raison. C'est pas seulement les valeurs que je vais chercher, c'est leur position dans la population. Ce que la première ligne de code où on fait un échantillon des indices fait, ça me donne la position d'intérêt. Puis là, effectivement, on a les 10 valeurs d'espérance de vie correspondantes. Si je calcule maintenant la moyenne empirique de l'échantillon, je ferai la moyenne mean de mon gapminder
.eas.n, et j'obtiens pas la même valeur que j'avais auparavant, qui était 71.18, la moyenne de la population, j'obtiens au contraire 73.40. Donc, c'est avec l'échantillon que j'ai choisi. Si vous le faites par vous-même sur votre ordinateur, ça se pourrait très bien que vous ayez un échantillon différent, puis que la moyenne ne serait pas 73.40, mais elle ne sera sans doute pas 71.18 non plus. L'idée, c'est que si vous aviez un échantillon différent, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre un seed qui est 1, 2, 3, 4, 5. Je le fais sur un Mac maintenant. Et je vais obtenir un échantillon de taille 10 qui est différent. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes observations que l'on retrouve. Elles ont des espérances de vie correspondantes différentes. Puis, ben, la moyenne empirique de l'échantillon que j'obtiens en calcul avec l'aide de la fonction mean, c'est 74.194. Fait que j'ai pas la même moyenne que 73.40. La première fois, j'avais fait un échantillon de 10 unités. Et ce n'est pas non plus la même moyenne que la moyenne de la population exacte. Dans ce cas spécifique-là, je la connais, la moyenne de la population exacte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a fait une erreur? Ben non. C'est normal. Les espérances de vie, les YI, les réponses qu'on a dans un échantillon aléatoire simple, ce sont des variables aléatoires. Et donc, on ne devrait pas être surpris que leur moyenne soit aussi une variable aléatoire. La moyenne empirique, c'est une combinaison linéaire de variables aléatoires. Alors, la moyenne empirique, c'est aussi une variable aléatoire. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de vérifier à quel point cette variable aléatoire-là varie. La variabilité d'échantillonnage va vous expliquer comment les estimations que l'on calcule ou que l'on donne à l'aide de la moyenne empirique vont varier en fonction de l'échantillon. Oui, on a utilisé un échantillon différent. Oui, on a obtenu une réponse qui était différente, mais 74.19, c'est pas très loin de 73.40. Si, en faisant un échantillon ici, j'obtenais 40.3, 40.3, c'est assez éloigné de 73.40 dans le contexte de l'espérance de vie, là. Mais 73.40 puis 74.19, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce qu'il y ait énormément de variabilité? Fait que ce que j'ai fait ici comme exemple, je vous ai préparé 500 échantillons, chacun de taille 10, et j'ai calculé la moyenne empirique pour chacun des échantillons. Et ce que je vais voir maintenant, c'est de quelle façon ces moyennes empiriques-là varient. C'est un morceau de code. Ce qui peut être intéressant peut-être pour vous, c'est de voir qu'on a une fonction. Ici, j'utilise un loop pour créer un nouveau vecteur moyenne qui va nous donner les moyennes pour chacun des 500 échantillons. Puis là, je me retrouverai ici avec un échantillon de taille 500. Ça, c'est la moyenne empirique pour chacun des échantillons. Et si je trace l'histogramme de mes moyennes empiriques, je retrouve quelque chose qui ressemble, qui a pas mal plus de symétrie que ce que j'avais obtenu quand j'avais, par exemple, seulement tracé les espérances de vie, l'histogramme des espérances de vie. C'est pas super surprenant. Vous avez appris dans vos cours de probabilité et statistique l'existence du théorème de la limite centrée. Puis en général, ce qu'on sait, c'est que la moyenne suit de façon asymptotique une distribution normale lorsque la taille de l'échantillon que l'on choisit augmente.